Je me tourne vers Christophe Thuriot, qui est donc le directeur du centre de recherche Servier. Le micro voilà, fonctionne, il n'y a pas de problème. Okay. Un mot de Servier quand même, où vous en êtes Servier en termes d'activité, de ce que vous représentez aujourd'hui, en termes de groupe. Je n'avais pas prévu de faire une introduction sur Servier, je vais être très rapide. Servier, c'est un groupe qui aujourd'hui fait un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une vingtaine de milliers de collaborateurs et qui est présent dans énormément de pays et qui a une structure assez particulière qui lui permet d'investir beaucoup en R&D. Justement, que représente aujourd'hui la médecine de précision pour l'industrie? Pour vous, que ça représente quoi? Alors, pour l'industrie, on entend effectivement, comme toujours, énormément de choses. Je pense qu'il y a 4 grandes catégories d'activités. Il y a tout ce qui tourne autour de la prédiction. Et ce qui est important, c'est-à-dire comment certaines signatures peuvent être prédictives du déclenchement d'une pathologie. Donc là, il y a de plus en plus d'acteurs. Il y a évidemment les acteurs sur tout ce qui tourne autour d'une signature génétique, des acteurs en génomique, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Vous avez aussi des acteurs en imagerie. Comment, grâce à des traitements de plus en plus sophistiqués sur une imagerie d'une tumeur, on peut progressivement en prédire son agressivité ou pas, qui bien sûr n'est jamais un juge de loi définitif, mais vient en complément et je crois qu'on a mentionné, les systèmes apprennent au fur et à mesure, viennent en complément d'analyses plus traditionnelles et plus histologiques. Donc tout ce qui est autour de la prédiction devient extrêmement important dans le développement de nouvelles solutions thérapeutiques qui sont en fait des solutions relativement globales. On arrive avec une molécule et tout un ensemble de solutions accompagnantes. Donc la prédiction. La deuxième chose, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour de la prévention. Donc il y a énormément d'acteurs dans le domaine de la santé qui s'intéressent à ce que peut représenter la prévention et les approches vraiment préventives, tout ce que l'on connaît. Alors on pense bien évidemment à des habitudes alimentaires et c'est intéressant d'ailleurs de voir que certaines petites start-up en intelligence artificielle ont levé récemment pas mal d'argent sur des solutions qui permettent de vous suivre. Alors, on n'a peut-être pas du tout envie de rentrer là-dedans, mais vous suivre en temps réel dans votre vie, dans vos habitudes alimentaires, et vous conseille d'une façon absolument régulière, plusieurs fois par jour, quand vous êtes d'ailleurs dans des supermarchés connectés, sur les choses que vous pouvez prendre ou pas, en fonction de votre profil et votre avancée. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de poésie là-dedans, mais bon, il faut savoir que c'est des choses sur lesquelles des entreprises travaillent. Donc la prévention, évidemment, importante, qui est très 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 liée à la prédiction. L'autre, et on en a parlé déjà beaucoup et avec beaucoup de précision, c'est le traitement, une des approches personnalisées. Pour le développement de nouvelles solutions thérapeutiques. Et j'aime bien parler de solutions parce que c'est bien sûr la molécule. Si on peut la coupler à des agents qui sont des agents plutôt d'imagerie, qui vont révéler ou pas la présence de la cible de la molécule, on s'affranchit de certaines difficultés et de certains problèmes pour ensuite adresser la molécule à des patients qui ont vraiment la cible. Et le quatrième volet, et on en a déjà parlé, sont vraiment les patients, les patients dans les essais cliniques, les associations de patients qui génèrent énormément de flux de données aujourd'hui et avec qui le développement de la médecine personnalisée se fait. Il y avait, alors, en tant que laboratoire, il y avait une chaîne traditionnelle de discussion et de savoir qui était le laboratoire, l'investigateur, le monde médical et le patient. On voit bien qu'il y a maintenant une triangulaire qui est beaucoup plus fluide et qui permet de prendre en considération beaucoup plus de facteurs pour le développement de nouvelles solutions thérapeutiques. Voilà.
Donc c'est un peu vous avez dû voir ça dans certains articles ou dans certaines synthèses sur ces approches. C'est vraiment la règle des 4 P. Hein. Donc, justement, qu'est-ce que ça va impliquer pour la recherche? Parce qu'il y a beaucoup d'évolutions en cours. Alors, pour la recherche, par exemple, nous, je crois que Maud a mentionné Numerate, qui était une des pionnières en intelligence artificielle en drug discovery sur la côte ouest américaine, qui était assez seule pendant quelques années, comme toujours quand on développe des systèmes relativement nouveaux. Nous avons une collaboration avec Numerate depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Alors, d'une façon intéressante, il faut toujours passer certaines barrières psychologiques. D'abord, la première barrière, c'est la compréhension exactement de ce que font les gens et de ce qu'ils peuvent apporter. Et surtout, pas la mettre en opposition par rapport à une démarche de savoir assez classique et assez partagée. Numerate développe des algorithmes sur la base de données que vous pouvez lui fournir sur des programmes ou des programmes en externe, qui sont sourcés en externe, pour mettre en cohérence des choses que, globalement, l'esprit humain le plus affûté est incapable de mettre en cohérence. Ou même un ensemble d'esprits humains, puisque, en fait, les lois de convergence et de connectivité ne sont pas évidentes. Et ça apporte sur certains programmes un éclairage nouveau et des arbres de décision ou des outils de décision qui peuvent être extrêmement intéressants. On voit bien qu'un de nos gros problèmes dans notre industrie, c'est de mettre au point un médicament suffisamment ciblé, suffisamment puissant sur sa cible, mais on veut savoir aussi en même temps s'il est très sélectif, s'il n'est bien distribué, si sa sélectivité, c'est une sélectivité de cible, c'est une sélectivité d'organes, c'est une sélectivité de système. Donc on voit bien qu'on maîtrise finalement pas grand-chose. Et c'est grâce à des approches qui se basent sur des raisonnements différents, et en allant sourcer quand même beaucoup de données qui sont disponibles, que l'on a un outil de décision intéressant. Donc ça, c'est un exemple. D'autres exemples, par exemple, c'est utiliser des expertises dans d'autres domaines que les sciences traditionnelles pour développer des agents thérapeutiques comme les sciences de la physique, les sciences de la modélisation pour recréer des systèmes biologiques complexes qui soient les plus proches de ce qui se passe. Alors moi, il y a certaines personnes dans l'assistante avec qui j'en ai déjà parlé, mais j'ai un exemple qui me revient souvent parce que en plus c'est une boîte française, donc je crois qu'il faut les signaler. C'est l'impression 4D. Alors l'impression 4D, tout le monde sait ce qu'est l'impression 3 dimensions. L'impression 4D, c'est rajouter une dimension qui est la dimension du temps. En fait, c'est des systèmes qui vous permettent de reconstituer des tissus biologiques assez complexes, avec un nombre de cellules relativement important, qui peut aller jusqu'à 7, 8, 9 cellules, donc reconstituer un tissu. Et on se rend compte que si on reconstitue le tissu en prenant des cellules qui ont le même état de différenciation, on ne va pas arriver à un tissu biologique fonctionnel. Donc il faut laisser du temps après l'impression cellule par cellule de ce tissu, où les cellules remplacent l'encre. Il faut laisser du temps pour que le système soit véritablement fonctionnel et représentatif. Et ça a demandé énormément de modélisation, de données et après de tests. Donc je trouve ça assez intéressant. Voilà, c'est 2 exemples.